Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Alors en fait, on peut commencer, ce qui est une, une bonne nouvelle. Et puis nous, on profite de ce message de bienvenue pour remercier ce forum Intelligence Data de nous accueillir et de pouvoir venir partager une expérience académique, pédagogique, qui est très propre à Schema Business School, puisque Schema, donc c'est une école, une business school, hein, une école de management qui a un ancrage très très fort dans l'économie de la connaissance. En tout cas, nous le déclarons, nous y travaillons, nous avons un vocabulaire partagé autour de cette économie de la connaissance, et puis nous mettons en œuvre un programme et une pédagogie tout à fait avec des orientations pour préparer nos jeunes talents au potentiel de demain à pouvoir évoluer dans un monde global, multiculturel, attendant des compétences bien sûr entrepreneuriales ou intrapreneuriales, donc toujours des acteurs capables d'apporter de la valeur avec des solutions innovantes et capables d'analyser et de traiter de l'information, bien évidemment. Donc le titre de cet atelier, de cette conférence, c'est bien partager avec vous nos facteurs clés de réussite d'un projet de data intelligence formé donc au knowledge management et à l'intelligence économique dans l'enseignement supérieur. Ça peut paraître parfois très compliqué, très conceptuel, d'autant plus que vous allez voir, nous, c'est notre séminaire d'intégration, c'est notre façon d'accueillir nos jeunes étudiants, peut-être un sas aussi de désapprentissage tel que nous le pratiquons. Alors, l'expérience de jeunes créateurs d'entreprises à Schema Business School, parce que je suis venue, comme vous pouvez le voir, accompagnée de nos étudiants qui ont été le lauréat de ce challenge Knowledge Management et Intelligence économique. Et ils vont venir témoigner de ce qu'ils ont été capables de produire en quelques jours et bien au-delà de ce qu'ils ont développé finalement depuis ce challenge datant du mois de septembre, donc ce séminaire d'intégration. Un tout petit peu de mise en contexte. On ne crée pas comme ça un challenge IEKM. Là, je partage notre acronyme, hein, Intelligence économique et Knowledge Management, sans que ça ait du sens par rapport à une structure. Donc, bien évidemment, c'est en totale correspondance avec l'ADN de Schema, et je vous en dirai quelques mots sur cela. Parce que c'est notre ADN, nous avons un réseau, nous avons des experts, nous avons pu mobiliser vraiment des personnes de très haut niveau, et je vous les citerai tout à l'heure. Nous avons aussi une structure, une stratégie multicampus, donc 3 campus en France et 3 campus à l'international, qui nous permet aussi, ce modèle multicampus, de développer des pédagogies assez audacieuses, avec des temps académiques, pédagogiques, synchronisés entre nos campus, et donc finalement d'avoir une promotion importante, des moments de partage, de blog, de questionnement aussi, des moments d'apprentissage tout simplement partagés entre ces campus. Pour cela, il nous faut bien évidemment une infrastructure, des compétences associées, donc une équipe technique, une infrastructure technique, technologique, bien sûr une équipe d'enseignants, chercheurs partants, innovateurs, entrepreneurs ou des intrapreneurs de l'enseignement supérieur, et puis une école, bien sûr, sans étudiants, ça ne peut pas se vivre. Nous avons sélectionné nos étudiants. Ils nous ont choisis aussi. On va dire qu'on s'est choisis parce qu'il y a une correspondance, il y a une convergence par rapport à un projet d'école. Et très clairement, lorsque nous les accueillons au moment des concours, nous déclarons très clairement notre ancrage dans cette économie de la connaissance. Et on pourrait dire, oui, bon, tout le monde fait de la prose et il suffit de parler, mais il ne suffit pas que de le dire, il faut aussi le vivre en tant qu'expérience pédagogique. Alors, il y a une capitalisation d'expérience parce que ça fait plusieurs années que nous avons d'abord déployé des séminaires d'intelligence économique et de knowledge management, et puis on est arrivé à un challenge depuis 2 ans, un peu plus sophistiqué en termes de dispositifs pédagogiques, impliquant beaucoup plus nos étudiants, parce qu'on croit beaucoup en l'active learning, donc les rendre acteurs, entrepreneurs de leur apprentissage. Là encore, on pourrait dire, allez, ce sont des mots à la mode, mais non, dès l'instant qu'il s'agit vraiment d'un mode opératoire, et ils vont venir témoigner finalement des compétences acquises au cours de ce séminaire, eh bien vous verrez que ce n'est pas juste un discours, c'est une expérience vécue. Là encore, on pourrait se dire, allez, on a une belle recette, elle fonctionne bien.
partons comme ça encore pour quelques années. Non, d'année en année, il y a toujours des évolutions par rapport à ce challenge. Il y a toujours une régénération de nos projets pédagogiques. Nous nous mettons beaucoup de défis. Nous aussi, l'équipe du programme encadrant ce programme et l'équipe pédagogique. Et on régénère toujours, on renouvelle toujours nos expériences pédagogiques. Alors, Schema, d'abord, ce nom peut-être ne connaissiez-vous pas, quoique je pense que si. Schema, c'est la School of Knowledge Economy and Management. C'est une histoire qui a pris naissance il y a déjà 6 ans, donc une fusion ancienne, je dirais, qui a bien fonctionné, qui a montré toute sa réussite sur un modèle, comme je vous le disais, multicampus, aussi bien en France et à l'international. Et nous développons des projets audacieux dans cet enseignement dans l'enseignement supérieur pour former. Et je partage là encore notre vocabulaire des Global Knowledge Economy Talent. Alors qu'est-ce que c'est ces Global Knowledge Economy Talent? Eh bien, ce sont ces hauts potentiels capables d'évoluer dans un monde ouvert, capables d'en sortir aussi une lecture simplifiée, conceptualisée, et aussi de mettre en pratique, d'être des acteurs opérationnels dans des vies d'expatriés ou dans des conduites tout simplement de missions internationales dans des entreprises françaises, PME, PMI innovantes, quel que soit le territoire. Donc une stratégie très locale, monde global, mais aussi très ancrée dans les territoires. Donc nos piliers, bien sûr, je vous l'ai dit, entrepreneuriat, innovation, compétences multiculturelles, ce sont nos objectifs pour former nos étudiants et nos futurs diplômés. Donc, ce séminaire est bien un séminaire d'intégration, ce challenge IEKM, et il a pour but finalement un apprentissage et je dirais un désapprentissage. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de classes préparatoires, extrêmement bien formés dans ces mécanismes d'apprentissage, mais là on les plonge on pourrait dire dans des zones d'inconfort parce qu'ils vont perdre un peu leurs repères, ils vont devoir produire, travailler ensemble et finalement apprendre d'une autre façon, savoir tirer le meilleur le temps d'une table ronde avec des experts de très haut niveau, savoir trouver l'information, lire des articles, se renseigner, trouver l'information, la traiter, la partager collectivement et la transformer. Donc voici ce à quoi sert en tout cas les intentions de ce séminaire d'intégration IEKM. Il s'appuie sur notre structure multicampus, donc mettant en scène nos 3 campus français, Lille, le campus de Lille, le campus de Paris et le campus de Sophia Antipolis. Donc, les enjeux de ce séminaire, c'est déjà de les plonger dans la compétition internationale, dans l'économie de la connaissance, d'identifier les risques. Donc, vous voyez, il y a vraiment un déplacement. On n'est vraiment pas dans des modalités d'apprentissage classiques. C'est à eux aussi d'oser se plonger dans ces défis tout à fait inédits pour eux, qu'ils appréhendent. D'ailleurs, je parlais d'étudiants issus des classes préparatoires, mais nous avons aussi des étudiants issus d'admission sur titre. Ils ont ce même voyage, d'une certaine façon, à engager pour ces nouvelles modalités d'apprentissage. Et puis, comprendre les enjeux du management d'aujourd'hui, très liés au management de l'innovation, dans un monde complexe et interconnecté. Donc, je vous l'ai dit, pédagogie active. Il ne suffit pas d'être dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, d'écouter des grands experts, et d'aller restituer, aller au travers d'un examen, les quelques éléments appréhendés. Non, il va falloir transformer, produire. Et je vais donner d'ailleurs très rapidement la parole à ce groupe qui a produit très excellemment, puisqu'ils ont été lauréats de ce challenge. Traitement de l'information, innovation, échange, communication, conviction. Ils auront aussi à présenter leurs travaux. Donc il y a un exercice de communication. Ils vont aussi devoir lire, traiter des supports théoriques. Donc il y a un niveau de conceptualisation, d'abstraction. On n'est pas du tout dans la réception de recettes toutes faites. On demande un niveau d'analyse et bien sûr profiter. Et ça, c'est l'opportunité que offre aussi Schema, non seulement de mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants, mais aussi profiter d'échanges d'experts tels Alain Boer, Alain Juillet, Renaud Prouvé, Claude Revel. Nous avons eu aussi Dominique Joly, un grand nombre d'experts, soit sur des questions précises de la globalisation, soit sur des questions précises de l'intelligence économique, du knowledge management, de la cybercriminalité et des enjeux du monde actuel.
Donc, les enseignants sont devenus plutôt des coachs, accompagnent l'apprentissage, ne sont pas ceux qui délivrent le savoir qu'il faudra restituer. On est bien dans un exercice d'émission, de réception et après de transformation. Enfin, finalement, c'est une première expérience dans un nouveau modèle d'apprentissage. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce challenge EEKM? Et ça, je vais vous parler de l'édition 2015, qui n'est pas tout à fait la même que celle de 2014 et qui ne sera pas non plus tout à fait la même que celle de que ce challenge de 2016. Alors, ce dispositif pédagogique se déploie sur 4 jours. Comme je vous l'ai déjà évoqué, il s'agit d'explorer notre monde globalisé, interconnecté, de découvrir en quoi l'IE, l'intelligence économique et le KM, le knowledge management, est un atout concurrentiel incontournable. Donc on commence par des définitions et par cette appréhension, cette compréhension de ces concepts et de voir comment concrètement ils se traduisent dans la vie de l'entreprise, dans la vie économique. On va demander à nos étudiants d'être créatifs, de travailler en équipe. Ils ne se choisissent pas. Ils vont devoir composer ensemble. Ils vont devoir manager l'équipe. Ce seront forcément des qualités indispensables du leader de demain. Ils vont devoir répondre au challenge et présenter le projet le 4e jour. Donc, quel a été le cahier des charges présenté aux étudiants? Ils ont dû créer une offre de service globale. Donc ça, c'était le délivrable dans le cadre de ce challenge EEKM. Bien évidemment, en s'appuyant sur les ressources proposées par Schema concernant l'innovation, l'entrepreneuriat, les compétences multiculturelles, réseau, lobby, digital, ressources et développement, collaboration et transfert des connaissances. Donc nous mettons à disposition des ressources en ligne, des tutorats d'experts tout à fait en lien avec ces domaines d'expertise. Et puis, comme je vous l'ai évoqué, des temps forts de tables rondes ou d'amphi, de séminaires introductifs où on définit bien les concepts pour savoir de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas de conversation du café des commerces, il y a une démarche rigoureuse et scientifique dans notre dispositif. Alors la mission, c'était leur mission, c'était écrire un article de blog, parce qu'il faut toujours des éléments objectivés pour pouvoir appréhender, évaluer, parce qu'il y a aussi une évaluation dans un parcours académique. Donc produire, écrire un article de blog qui vend le service qu'ils auront créé. Donc il faut bien l'écrire à l'intention des clients, des financeurs. Il ne s'agit pas d'écrire au professeur, c'est déjà dans une démarche très professionnalisante. Présenter le service lors d'un pitch, et là c'est parfois un exercice redouté, parce qu'il s'agit dans un premier temps, parce qu'il y a plusieurs niveaux de filtre de sélection au groupe TD, en tout cas tel que nous avons créé des divisions, et tout à fait en dernière étape, pour les équipes sélectionnées, les lauréats, eh bien, il faudra présenter le projet par un pitch et une vidéo en jury final. Alors bien sûr, il y a quelques petits engagements complémentaires. De façon, nous restons une école, il faut aussi motiver par des points, parfois par des récompenses, des lots, etc. Pourquoi s'empêcher de donner un peu plus d'agrément dans un exercice d'apprentissage? En tout cas, Schema ne s'en est pas privé. Et puis, c'est aussi une façon de stimuler parfois l'usage des réseaux sociaux. Entre autres, il y avait bien sûr un hashtag concernant ce challenge EEKM. Donc, il y avait plus un point sur les 10 meilleurs tweets live du mardi. Donc, tout ça étant très séquencé. Plus de points sur les 10 meilleurs chunks vidéo. Là encore, c'est une façon de stimuler. Dans la vraie vie, nous avons tous des stimulations. Pourquoi s'en priver dans un exercice pédagogique? Vue d'ensemble, je vous ai parlé de déroulement sur 4 jours. D'abord, définition des concepts. Parlons tous le même langage. Quelques conférences introductives. De suite, un engagement du travail en équipe. Un coaching avec des experts dès le mardi matin. Un travail d'équipe
en totale autonomie. Vous voyez, on alterne et des moments d'encadrement et des moments d'autonomie. Et puis, un temps très fort, je dirais le point d'orgue, ce moment, cette table ronde avec les grands experts que nous avions invités. De nouveau, des moments d'encadrement, de production aussi, parce qu'il y a les livrables qui sont attendus. Réalisation de support, articles, blog vidéo. Tous ces éléments s'enchaînent dans un rythme pédagogique qui n'est pas improvisé, qui est totalement étudié, que nous améliorons d'année en année pour finalement, je pense, arriver à un dispositif qui fonctionne bien. Mais comme je vous l'ai dit, nous-mêmes, l'équipe encadrante, nous créerons un petit challenge d'innovation aussi pour l'année prochaine. Donc, le dernier jour, il y a un temps de sélection. C'est aussi un temps de préparation et de soutien entre les étudiants. Il y aura aussi une peer evaluation qui compte, qui va permettre d'engager aussi finalement la participation des étudiants pour sélectionner la meilleure production. Et enfin, arrive le jeudi après-midi, un temps fort qui est de récompense, d'identification du lauréat. Et je vous assure qu'on y met toujours beaucoup d'énergie. Les étudiants sont très très investis. Il y a une compétition, une saine compétition qui est constructive et beaucoup de soutien entre eux. Je vous ai parlé du temps fort. Oui, ça fait partie du dispositif. Nous invitons des experts de très haut niveau. Et lorsque vous voyez la qualification et l'identité de ces experts, vous pouvez voir là aussi qu'il ne s'agit pas d'un effet d'annonce. Nous avions Alain Boer, donc, qui est professeur titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers, fort connu. On l'entend souvent commenter l'actualité ou apporter des analyses très pointues sur les situations contemporaines. Nous avions Alain Juillet, je dirais, père un peu de l'intelligence économique en France, vraiment une figure de l'intelligence économique, très proche du réseau Schema, parce qu'il est, je dirais que c'est un expert régulier, très fidèle, qui est présent tous les ans. Et cela, non pas uniquement pour la table ronde, il revient pour les jurys. C'est un soutien infaillible pour l'école. Et puis nous avions invité cette année pour la première édition, mais vu sa contribution, nul doute que nous renouvellerons l'invitation, Renaud Prouvaire, qui est en charge d'une entreprise qui traite l'information de façon très prospectiviste et de façon extrêmement innovante. Et ces jeunes qui sont accompagnés aujourd'hui par ce même Renaud Prouvaire viendront vous parler un peu plus encore de son activité. Alors, dans ce dispositif pédagogique, je vous ai parlé d'autonomie, de capacité d'aller chercher l'information, de la traiter, de la lire, de l'analyser. Bien évidemment, nous avons des dispositifs online qui permettent cet usage, ces consultations de ressources. J'ai promis de ne pas être très longue et de passer rapidement la parole à mes jeunes équipiers du jour. En conclusion, sécurité, cybercriminalité, risque pays, big data sont des défis de l'intelligence économique et je dirais que notre actualité et l'évolution des entreprises, mais l'évolution de la société nous montre qu'il n'y a pas de distance, ce n'est pas prospectiviste, c'est tout à fait contemporain. C'est notre quotidien. Il nous faut former ces jeunes à ces compétences attendues par les entreprises, par la société civile. Et ça, c'est la mission et l'engagement de Schema. Voilà, je vous remercie. Et puis, à qui page là? Ouais. Merci. Du coup, je peux passer sous la marche. Bonjour. Alors, du coup, nous sommes les étudiants de Schema Business School. Et donc, comme Madame Poulain vous l'a bien expliqué, nous avons participé au séminaire IEKM en début d'année. Donc, un séminaire qui a été très fort en apprentissage pour plusieurs raisons. Tout d'abord par les apprentissages qu'ils nous ont apportés, parce qu'effectivement l'intelligence économique, le knowledge management, c'est des notions qui sont au départ pour nous assez floues et pourtant qui sont des concepts fondamentaux aujourd'hui dans l'évolution des entreprises, dans l'évolution des sociétés et on peut le voir dans l'actualité aujourd'hui. Un apprentissage aussi très fort par l'intervention, les interventions qu'on a pu avoir au cours de ce séminaire, comme vous avez pu le voir, Alain Bauer, Renaud Prouvaire,
découvreurs, des experts en termes d'intelligence économique et de knowledge management, et bien évidemment enrichissant par notre implication en fait au cours de ce séminaire. Comme on vous l'a bien expliqué, en fait, il y avait une réelle implication des étudiants puisqu'on devait, à l'issue de ce séminaire, fournir une proposition de service qui entre bien dans les concepts d'intelligence économique et de knowledge management. Donc effectivement, très formateur parce qu'on avait une activité qui était prépondérante dans ce séminaire. Et donc le but aujourd'hui, pour illustrer un petit peu cette présentation de l'IEKM, c'est de vous montrer un petit peu quels projets nous avons développés et de montrer en quoi et comment l'IEKM a influencé le développement de notre projet et où nous en sommes aujourd'hui, parce que comme on vous l'a un petit peu expliqué au début, ce développement de projet a un petit peu dépassé le contexte du séminaire, puisque nous sommes actuellement aussi en train de le développer. Voilà. Tout d'abord, je vais passer. Bonjour à tous. Donc, dans ce cadre de ce projet, on est parti d'un constat simple. Donc, nous avons constaté que il nous arrive à tous d'être à court de batterie. Et on a un peu trouvé un paradoxe puisque on est dans une société dans laquelle on est tous très mobiles et en interaction grâce à nos appareils téléphoniques et nos appareils électroniques. Cependant, ces mêmes appareils, ils n'ont pas une batterie qui est une autonomie qui est illimitée. Donc ainsi, on a un problème récurrent, c'est d'avoir la possibilité de recharger son téléphone lorsqu'on est à l'extérieur. Et c'est en ce sens que notre application, donc Smart Power, apporte une solution, puisqu'elle permet de localiser les points de rechargement disponibles dans les espaces publics. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de cette application. Donc, premièrement, la première fonctionnalité, c'est vraiment de localiser les points de rechargement dans les espaces publics, donc dans des gares, des centres commerciaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pensé à cette fonctionnalité ? Eh bien, tout d'abord parce qu'elle répond à un manque d'autonomie de nombre de nos appareils, donc nos téléphones portables, mais aussi nos ordinateurs portables. Et enfin, parce qu'on est face à une masse de données par rapport à ces points de rechargement. Et avec l'intelligence économique, on apporte une touche humaine pour la gestion de toutes ces données qui permet de les répertorier et qui permet à l'utilisateur, au travers de l'application, de trouver facilement ces informations. Donc voilà. Et ensuite, on a développé plusieurs autres fonctionnalités. Donc du coup, par rapport à cette première fonctionnalité, vous avez pu comprendre, on essaye de localiser les points de rechargement qu'on peut avoir autour de nous. On en a une quantité qui est assez importante, mais on ne peut jamais les trouver lorsqu'on en a besoin. Et donc, Imen vous a parlé d'une première forme de points de rechargement qu'on trouvait dans les lieux publics, donc les gares, les centres commerciaux. Il y a un autre type de lieu public en fait qu'on essaye d'exploiter. Ce sont les cafés et les bars, parce que dans ce type de commerce, vous avez un certain nombre de commerçants qui mettent à disposition des clients du matériel de rechargement. Vous avez dans certains cafés, par exemple, des box où vous pouvez recharger votre téléphone pendant le moment où vous consommez. Vous avez d'autres cafés qui mettent à disposition du matériel très simple, des chargeurs comme vous pouvez en avoir chez vous, tout simplement. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'était que c'est aujourd'hui une démarche qui n'est pas forcément naturelle pour certaines personnes d'entrer dans un café pour recharger son téléphone ou son ordinateur portable quand on en a besoin. Pourtant, il y a une partie des personnes qui le font et on voulait rendre cette démarche un petit peu plus naturelle, tout simplement en exploitant ces lieux publics-là, puisqu'il y a une vraie ressource ici, il y a possibilité de recharger son téléphone, son appareil dans ces points-là. Et donc, pourquoi développer ce type de fonctionnalité ici ? Parce qu'il y a un double avantage. Tout d'abord pour l'utilisateur de l'application et le client du commerce, puisqu'effectivement, il pourra entrer beaucoup plus naturellement dans le commerce et recharger son téléphone portable ou son ordinateur, sans qu'il y ait de gêne. Ou, voilà, pour certaines personnes, comme on a vu, c'est un petit peu moins naturel. Et bien évidemment, aussi un avantage pour le commerçant, puisque le fait d'être répertorié sur notre application comme point de rechargement lui garantit un flux de clientèle supplémentaire qui sera amené en rechargeant son téléphone portable ou son ordinateur à consommer pendant ce même moment. Nous avions également pensé à une autre fonctionnalité qui était le réseau d'utilisateurs pour le partage de chargeurs, étant donné que notre application est vraiment centrée sur l'utilisateur. Mais nous avons dû faire face à une contrainte aussi, la data, puisque pour la collecter, nous devions demander la position des téléphones à tous les utilisateurs en temps réel.
ce qui consomme évidemment beaucoup de batterie. Et donc ce qui serait paradoxal, étant donné que notre application est faite pour les recharger, et en mettant en place cette fonctionnalité, nous aurions participé à la décharger. Voilà, donc effectivement, c'était une fonctionnalité qu'on a le pré-chargeur entre utilisateurs, qu'on voulait mettre en place. Mais effectivement, on a vu, après un petit peu de réflexion, qu'elle ne pouvait que très difficilement être mise en place, puisque ça conduirait à perdre de la batterie, ce qui est complètement contradictoire avec notre concept. Mais pour bien garder en fait l'utilisateur au centre de l'application, on a pensé à une dernière fonctionnalité qui est un petit peu transverse avec les fonctionnalités qu'on vous a citées précédemment. C'est le crowdsourcing, qui consiste en fait à signaler les points de rechargement que les utilisateurs peuvent trouver. Donc si par exemple un utilisateur passe dans une gare ou un centre commercial et il trouve un point de rechargement qui n'est pas référencé dans l'application, il peut tout simplement prendre une photo, se localiser et signaler ce point de rechargement. Donc là, ici, on a aussi un double avantage. Déjà pour nous, puisqu'effectivement, ça nous permet de nourrir la base de données de points de rechargement et de nourrir l'application, sans pour autant qu'on ait à localiser nous-mêmes l'ensemble des points de rechargement qui pourraient être existants, puisqu'il y en aura toujours qui nous échapperont, bien évidemment. Et l'avantage aussi pour l'utilisateur, puisqu'il y a un vrai sentiment d'implication et de développement de l'application, puisque là, il participe vraiment directement au développement de cette application et de l'ensemble des points de rechargement qu'on peut trouver. Et il participe un petit peu à l'entraide en fait, entre les utilisateurs qui cherchent à recharger leur téléphone. Il y a ce sentiment de communauté qu'on peut voir à travers un certain nombre d'applications aujourd'hui. Si on parle par exemple de l'application Waze, l'application GPS, on a cette communauté de conducteurs qui s'entraident puisque on va signaler des radars, on va signaler des points où il y a des travaux, etc. Et donc là, on part un petit peu dans le même concept, une communauté d'entraide, mais plus pour le rechargement, parce qu'effectivement, on voit que c'est quand même quelque chose qui nous touche tous aujourd'hui. Et donc avec le crowdsourcing, on est vraiment dans ce sentiment d'implication et de communauté d'entraide entre les utilisateurs. Mais l'idée, c'est pas uniquement de collecter au final des données qui nous permettent à nous d'améliorer notre service, mais également de collecter des données qui permettent d'améliorer des services qui sont fournis par d'autres entreprises pour nos utilisateurs. Et pour ça, bien sûr, il faut segmenter. Parce que si aujourd'hui, tout le monde peut utiliser notre application, puisqu'elle peut intéresser, je pense que c'est arrivé à tout le monde d'être à court de batterie, il faut vraiment s'intéresser à quel genre de service, du coup, est-ce que ces autres entreprises proposent à nos utilisateurs. Du coup, il faut segmenter. Pour ça, on s'est demandé surtout dans quel contexte est-ce que l'utilisateur va utiliser notre application. Et on voit tout de suite qu'il y a un segment qui peut nous intéresser particulièrement, et il y en a d'autres aussi, mais celui-ci particulièrement, et ce sont les personnes qui sont directement concernées par les questions de mobilité et les questions de transport, notamment les professionnels. Alors pourquoi les professionnels connectés ? Déjà parce que les voyageurs professionnels retirent une vraie utilité à l'utilisation de notre application, puisque ça leur permet de travailler. Et deuxièmement, parce que c'est une catégorie de personnes qui se pose vraiment comme un axe stratégique de développement pour les entreprises de transport, notamment par l'amélioration des services qu'on leur propose. Du coup, lorsque je pense quand on met en place une entreprise de Big Data, lorsqu'on a une démarche de Big Data, je pense qu'il faut toujours centrer l'utilisateur au cœur de cette démarche. On ne va pas collecter n'importe quelle donnée, même s'il y a des données qui peuvent avoir de la valeur. Il faut collecter des données selon le contexte d'utilisation de l'application. Et en fait, voilà, aujourd'hui, il y a énormément de données, mais toutes ces données ne sont pas stratégiques. Du coup, il faut faire un choix. La vraie question, elle reste la même, c'est où est la valeur ? En effet, les entreprises aujourd'hui sont submergées par tout un tas de données qui n'est pas forcément utile de toutes collecter. Elles n'ont pas forcément les moyens à la fois de les collecter et d'analyser et d'accumuler toutes ces données. Donc grâce au secteur du Big Data, il y a tout un tas de techniques qui ont été mises au point qui permettent d'extraire de tout ce flot de données tout un tas d'informations qui peuvent être utiles à la vie de l'entreprise. Mais le traitement de données n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été fait, par exemple, dans le secteur de l'assurance, de la banque ou des télécoms. Mais ce qui est nouveau, c'est vraiment la masse de données qui est à notre disposition aujourd'hui. Et donc, au-delà du big data, il faut se poser la question du smart data. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est comment accéder à ce smart data. Donc le principe de notre application est que nous allons collecter des informations qui ont de la valeur pour les entreprises. Et donc pour cela, il faut déterminer les informations
au préalable qui seront stratégiques pour les entreprises et aussi les datas concrètes qui vont permettre de répondre à toutes ces interrogations stratégiques que peuvent se poser les entreprises. Et c'est ça qui permettra vraiment de faire de l'intelligence économique un vrai atout pour les entreprises. Donc nous, ce que nous allons faire pour créer la valeur ajoutée, pour les entreprises de mobilité, comme l'a dit Gabriel, c'est de récupérer des données sur l'expérience utilisateur, puisque l'utilisateur est vraiment au centre de notre application. Grâce à cela, les entreprises vont pouvoir avoir un retour de ces utilisateurs et donc améliorer leurs services, par exemple à l'égard des voyageurs professionnels, mais cela aura également un intérêt pour l'utilisateur lui-même, qui pourra donner un retour immédiat sur des dispositifs tels que la mise à disposition d'espaces de travail dans les gares, via une notification push-up. Alors, voilà, on vous parle beaucoup d'utilisateurs et de contexte d'usage, parce que pour nous, c'est toujours important de placer l'utilisateur au cœur non seulement de la collecte de données, mais également dans cette stratégie d'intelligence pour les autres entreprises. L'idée, c'est d'aller au-delà, au final, des aspects légaux et des restrictions qui nous sont imposées et de toujours centrer l'utilisateur, pas seulement du point de vue du design de l'application, mais également du point de vue de la monétisation des données qu'on collecte pour au final nous permettre d'avoir un véritable avantage compétitif. On voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui récoltent un tas de données qui ont certes de la valeur, mais qui négligent au final les besoins des utilisateurs. Or, ce type d'entreprise, elle se trouve sur un marché qui, comme nous, est biface. On a d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté les clients. Et aujourd'hui, on est convaincu que l'entreprise qui sait se positionner de telle sorte qu'elle apporte, de par les données qu'elle collecte, une vraie valeur ajoutée à la fois à ses utilisateurs et à la fois à ses clients, un véritable avantage compétitif. Et au final, je pense qu'il faut avoir une approche holistique de l'expérience utilisateur. Il faut aller au-delà simplement de l'expérience qu'elle retire de notre application, mais se poser la question, véritablement, dans notre cas par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de recharger son téléphone? Là, en l'occurrence, vous parlez de voyageurs professionnels, elle a besoin de ça, ou recharger son ordinateur portable pour travailler. Donc il faut vraiment se poser la question de... Qu'est-ce que son expérience? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette application? Aujourd'hui, on pense que la recherche de la valeur, elle n'est pas au final incompatible avec le respect de l'utilisateur. Elle n'est pas incompatible avec le respect de l'utilisateur, et l'entreprise qui arrivera à se positionner au final à la croisée de ce qui permet, à la croisée de ce qui est stratégique pour ses clients et ce qui est important pour ses utilisateurs aura une vraie valeur sur le marché. Et c'est là, au final, pour répondre à la question où se trouve la valeur, je pense qu'elle est là. Alors vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, je vous évoquais en introduction des acteurs créateurs de valeur. C'est ce sur quoi vous concluez. Et je voudrais juste rappeler que ces étudiants sont rentrés en première année du programme Grande École à Schema, donc avec des parcours antérieurs en classe prépa ou d'admission sur titre en université. Parfois, nos étudiants, très souvent, lorsqu'on est des directeurs de programmes chanceux, nous épatent. Honnêtement, ce groupe-là nous a franchement épatés. Et de façon au long cours, je dirais sur l'ensemble de l'année, puisqu'ils ont été capables de s'accrocher, de vouloir développer un projet qui devient presque extrascolaire, enfin extra-études, donc de l'énergie donnée. Bon, il est parti de vous-même de cette année, de cette première année, hein, et il ira probablement encore au-delà. Mais voilà, ces étudiants avec beaucoup d'autonomie, d'investissement, d'intelligence, dans tous les sens du terme, d'accompagnement, arrivent à des capacités d'analyse qui vous ont été évoquées, et de développement finalement de d'un projet entrepreneurial. Alors, le devenir de ce projet, je ne sais pas, mais leur capacité de transposer les compétences développées, la connaissance acquise, les capacités d'analyse, je n'ai aucun doute, ces 4 étudiants seront en mesure de le développer dans d'autres projets. Donc, moi, je voulais les remercier pour ce qu'ils ont produit. Vous remercier de votre attention. S'il y a des questions, nous y répondrons. Voilà, donc il s'agit bien d'une expérience réussie, d'un facteur clé de réussite que nous venons partager avec vous.
Maintenant, voilà, on fera encore évoluer nos dispositifs parce que nul doute qu'il y a de nouveaux défis qui nous attendent. D'autres mots de conclusion? Allez. Je pense à main. On voulait vous remercier et remercier aussi Schema de pouvoir présenter notre projet ici. Parce qu'effectivement, au début, on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Enfin, c'était un projet dans le cadre scolaire et voilà, on a essayé de faire le travail du mieux qu'on a pu. Effectivement, ça s'est avéré assez... ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et donc voilà, donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas sur le projet ou alors sur l'expérience qu'on a vécue du coup au cours de ce séminaire. Voilà, merci beaucoup. Une question? Oui, alors l'application, elle va être... Non, on peut pas encore la télécharger. Là, on est encore en phase de développement avec Spalian, avec Renault Prover, qui s'occupe un peu de toute la partie technique. Alors, on a eu de la chance parce que Schema nous permet d'avoir cette IT for Equity que nous apporte au final Renault Prover. L'application, je pense qu'elle sera lancée d'ici 4-5 mois. Voilà, donc je vous invite à la télécharger dans 4-5 mois. Smart Power, restez au courant. On vous donnera des nouvelles. Pardon madame, on va vous... Allez-y. Du coup, je suis toute prête. Au niveau collecte des données, est-ce que vous avez, comment vous limitez au niveau informatique, au niveau de la sécurité de ce que vous observez de vos utilisateurs? Comment vous faites? Quelles sont les consignes de votre... je sais pas, il y a un système un service informatique? Pour ce qui est du côté technique, c'est vrai que nous, on a plus pensé tout ce qui est au côté du business model, de l'expérience utilisateur autour de notre application. Au niveau de la mise en œuvre, c'est pas encore... Oui, voilà, au niveau de la mise en œuvre, c'est pas encore tout à fait défini, parce qu'il y aura une partie qui va être prise en charge par Spalian et donc la société de M. Renault Prover, et peut-être par un autre ingénieur que l'on cherchera ultérieurement. Donc on n'est pas forcément au point sur ces aspects qui sont vraiment de l'ordre de la finalisation très très avancée du projet. Merci à vous. Oui. Est-ce que vous avez des stages de fin d'études à l'issue de ces études je ne sais pas si c'est un master, si c'est un nom en particulier, ce master ou... Donc le programme Grande École, c'est un programme en 3 ans, 3 années d'études. Alors parsemé de stages, de stages optionnels, 10 stages de césure, d'une longueur maximale d'ailleurs de 6 mois. Enfin bon, donc il y a tout un possibilité de mise en pratique, alors soit de stages en entreprise ou pourquoi pas, parce que l'entrepreneuriat c'est une forte orientation à Schema, de développer un projet entrepreneurial via un accompagnement, une localisation dans un incubateur, etc. Donc il y aura de multiples suites possibles s'ils le souhaitent. Mais il y a une période de l'année où les étudiants partent tous en stage ou pas forcément c'est comme chacun veut? Au total, de toute façon, pour être diplômé, il faut avoir réalisé, 3 années, ouais. selon le parcours, on va dire de 8 à 12 mois d'expérience en entreprise. D'accord, merci. Eh bien, merci à tous et une prochaine rencontre, il faudra les suivre. Au revoir. Voilà, merci.